Bonjour Monsieur Borne. Bonjour. Pourquoi le monde existe? À mon sens, il n'existe que pour moi. Si je n'existe plus, il n'existe pas. Donc il peut très bien ne pas exister, d'ailleurs il n'existera plus dès le moment où j'aurai disparu. Donc toute la construction de l'existence du monde n'est que ma construction, n'est que ma vision de ce qu'est, de ce qui m'entoure, y compris non seulement comme une vision du présent, mais même dans son histoire. J'invente même l'histoire de l'existence. Je suis capable de ça. Je suis capable d'inventer une histoire de l'existence qui m'appartient en propre, que je partage peut-être avec quelques personnes sur quelques points. Mais de toute manière, l'univers de l'existant, il est parfaitement mien et égoïstement mien. Je n'ai pas envie, à la limite, d'en partager plus que les points sur lesquels je peux me mettre d'accord avec les autres. Ce qui prouve bien que c'est une construction, que ce n'est pas une réalité. J'aurais dû commencer par ça, parce que dans la question l'univers existe alors qu'il pourrait ne pas exister, non? C'est une formulation, elle est passionnante, évidemment. Mais avant d'exister ou de ne pas exister, il faut savoir si elle est une construction ou si elle existe par elle-même. Si on me dit que l'existence existe par elle-même, je n'y crois pas. Dieu dans tout ça? Oh là là, c'est moi, Dieu, cet autre visage de moi-même. Après, évidemment, je peux faire comme tout le monde et dire oui, non, mais je ne sais pas si Dieu existe, mais il a des forces. Bon, d'accord. Je ne sais pas, c'est comme le hasard. Le hasard, c'est quoi? C'est la volonté des autres. Dieu, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est moi. Voilà. En toute humilité. Oh, ben d'abord, pour une raison très simple, à mon sens. Le mal domine le bien parce que c'est beaucoup plus facile. Le mal est facile. Le mal est facile à faire. Je veux dire qu'on n'a pas à se casser la tête ni sur les conséquences, ni sur le mode d'emploi même. Parce que du moment qu'on fait le mal, on peut le faire mal aussi. Donc on peut briser, souiller, sans se poser des questions morales là-dessus. Alors vous me direz, ensuite vient le remords, bien sûr, sûrement. Ensuite on se dit pourquoi j'ai fait le mal ou je ne sais pas quoi. Le bien, c'est terriblement compliqué. D'abord, même quand vous voulez vraiment faire le bien, vous n'êtes jamais sûr de le faire. Quand on veut faire le bien de quelqu'un, c'est connu, très souvent on fait son malheur. Donc c'est un échafaudage extrêmement complexe de construire du bien. Je me demande même d'ailleurs, au bout de l'histoire, si le bien, ce n'est pas un idéal de mauvais. Si je résume. Là. Si j'étais un type parfaitement bien, mon idéal ne peut pas être de faire du bien, c'est ce que je fais toujours, puisque je suis la représentation du bien. Pour avoir comme idéal de faire du bien, il faut que je sois mauvais. Je me dis, je ne suis pas bon, je vais faire bien. Et donc il y a là une espèce de dialectique étrange, et à mon sens pas tellement supportable, entre le bien et le mal, dans ce sens-là. Mais tout ça s'inscrit encore à l'intérieur d'une part, d'un processus de performance, et d'autre part, d'un processus dans lequel il y aurait comme une échelle graduée, comme ça, qui irait du mal absolu, dont on n'a aucune idée, parce que le mal absolu existe, à mon sens, mais on n'a aucune idée de ce que c'est. C'est tellement monstrueux
qu'on ne peut même pas le toucher, le mal absolu. Enfin bon, il irait du mal absolu au bien absolu, dont on n'a non plus aucune idée. C'est quelque chose qui est très loin, sans doute, de ce qu'on fabrique, nous, dans nos têtes, comme image du bien. Et ça me désespère un peu, parce que ça ressemble au progrès. Ça ressemble à l'idée qu'on serait parti quelque part du mal, le mal étant la nature sauvage, et on irait vers le bien, qui serait la culture parfaite. J'y crois pas. Je ne crois même pas au mouvement de progrès. Donc, toutes ces applications, et celle-là en est une, me repoussent. C'est-à-dire que je n'entre pas dans cette dialectique-là, sauf pour essayer de l'exprimer en termes de choses qu'on envoie contre ou dans un monde qui répond lui-même. Et ça, indépendamment de ce qu'on a voulu faire. C'est pourquoi je suis mal placé pour faire une exégèse du mal ou une exégèse du bien. Non. Et en plus, comme j'ai une formation d'ethnologue, je sais trop bien, justement, le nombre de choses qui sont pour nous l'épouvante absolue, qui sont le mal, et qui, dans d'autres peuplades, sont parfaitement bien. Par exemple, en Afrique, dans certains pays d'Afrique, ou certaines peuplades d'Afrique, plus un homme est riche, plus sa femme doit être grosse. Une belle femme, c'est une femme grosse. Il faut qu'elle fasse au moins 100 à 110 kilos, sinon ce n'est pas une belle femme. Ce qui pour nous est un non-sens, est un mal. Non ? Ce qui est un bien, ce qui est la beauté pour eux, pour nous, est de la laideur. Je prends des exemples bêtes, mais ça ne fait rien, c'est les meilleurs. Quand on sort de table dans un pays arabe, il faut rôter. Et plus on fait un beau gros rot, plus c'est poli vis-à-vis de la maîtresse de maison. Essayez un peu demain chez vous. C'est juste le mal. Alors ce sont des petits mots et des petits biens dont je parle. Mais il y en a qui vont beaucoup plus loin que ça, il y en a qui entraînent la mort. Il y a des gestes qui entraînent la mort. Et qui dans une autre civilisation, vont être reconnus au contraire comme parfaitement bénéfiques. Donc c'est très difficile de jouer ce jeu-là, à moins de dire, voilà, moi je suis catholique, chrétien, pratiquant, ma morale est la suivante, je fonctionne de telle manière, j'ai toujours conduit ma vie comme ça, et pour moi, le bien, c'est ça. Et le mal, c'est ça. Voilà. Et même quand on est comme ça, on me dit, et malheureusement, le mal gagne toujours. Mais je lutte pour le bien. En réalité, au tout départ, ça commence avant même que je sois né. Parce que me veut-on, on pourrait dire aussi, dans l'ancien français, on disait ça, au lieu de dire pourquoi me veut-on, on disait que me veut-on. Non ? Pourquoi on me veut ? Pourquoi on me fabrique ? Pourquoi mes parents me fabriquent ? Ils me posent là. Que me veut-on ? Est-ce que j'avais besoin d'être là, moi ? Qu'est-ce que je fais là ? C'est la première, je veux dire, non ? Celle sans quoi la question n'existe pas, je veux dire. Parce que si on ne m'a pas d'abord voulu, le reste de la question n'existe plus. La deuxième chose que ça soulève pour moi, le que me veut-on, c'est le que. Hein ? C'est-à-dire que c'est comme si c'était quelque chose. On me veut quelque chose, ou on veut quelque chose de moi, ou on veut que je sois quelque chose. Et là, force est bien de constater que dans le monde où moi je vis, c'est-à-dire, je n'ai pas envie de faire une histoire de ce concept, je veux dire, je peux en parler par rapport à moi-même, on voulait plein de choses pour moi. Plein de choses. En fait, on voulait tout pour moi. Et on voulait à peu près rien de moi. On voulait que je sois un garçon correct, que je fasse des études, que je fasse mes classes d'abord, que je fasse mes études, que je ne fasse pas tâche, que je construise mon existence.
jusqu'à un âge de 18 ou 20 ans, où je devenais non plus propriété de mes parents, mais propriété de l'État. Et l'État, lui aussi, il me veut beaucoup de choses. Il veut que je devienne un citoyen responsable, il veut que je vote, si possible comme il l'entend. Il veut que je participe au modernisme, il veut que je travaille, bien sûr, puisque le travail est une sacro-sainte valeur. Il veut que je travaille, et il m'explique à chaque fois que tout ça, en réalité, c'est pour mon bien, et accessoirement pour le bien de l'ensemble du monde qui m'entoure, mais d'abord pour mon bien, bien sûr. Donc voilà, que me veut-on? On me veut soi-disant toujours du bien. On me veut du bien. Mais malheureusement, c'est un bien qui est conçu, fabriqué, pensé par d'autres pour moi. Alors sans doute, quelquefois, c'est de l'amour. Mais comme disait Nietzsche, tout amour qui s'exerce aux dépens d'autrui est nuisible. Lui, il ajoutait tel l'amour de Dieu, mais enfin, sans entrer dans cette chose-là, cette manière de vouloir mon bien, même avec amour, de vouloir que je sois préservé, etc., fait que me veut-on? On veut que je sois artificiel. On veut que je ne sois pas moi, mais on veut que je sois un individu conforme. Et si je ne veux pas l'être, si je mets les pieds au mur, si je le refuse, alors on veut ma perte. C'est certain. On veut ma perte, on veut que je ne puisse pas nuire, puisque je deviens nuisible. Si je refuse de partager à la fois les idéaux et les efforts que ce monde dicte comme étant le chemin du bien ou du mieux, non pas du bien mais du mieux, alors je deviens un empêcheur de tourner en rond, je deviens nuisible et on me persécute, entre guillemets. Tout va bien, hein, je ne suis pas en train de me plaindre, là. Je suis en train d'essayer d'expliquer un processus. Je vais relire un passage d'un article que j'ai écrit et dit au Forum des écrivains suisses il y a quelques années. En réalité, je pense que l'écrivain écrit pour arrêter le temps. Et il arrête le temps parce que cet épanchement serait vide de sens si l'on ne prenait, précisément, le temps de comprendre. La fonction première de l'écrivain est donc disruptive, et l'interrompt un écoulement incessant, et par là lui tend le miroir d'une conscience. Je dirais que les poètes de l'humanité restaurent et révèlent continuellement un désordre qui est seul terreau de création. Ce rôle de perturbateur, d'empêcheur de ronronner, impose d'abord une responsabilité absolue. L'écrivain est seul responsable. Il n'est et ne peut être que sa propre parole. Il ne peut que refuser tout embrigadement, sans quoi ses écrits deviennent les vecteurs d'un ordre, en fonction ou en devenir. Donc une mascarade, confirmant l'écoulement du temps, que nous pouvons ici assimiler à la continuation d'un système. Et nous revient le politique, non plus la politique, mais bien le politique, comme rapport au monde, à la société, mais surtout, je l'ai dit, comme responsabilité de ce rapport. Intégrité du moi, donc, impliquant une honnêteté intellectuelle qui n'admet rien comme allant de soi. Peut-être est-ce même, comme l'a dit Karl Kraus, le fondement de notre travail. Faire de ce qui va de soi un problème pour soi. La conscience politique de l'écrivain se situerait alors au lieu de la relation étroite qu'il se doit d'exiger entre son expression publique, respectivement ses écrits, et ses convictions personnelles. René Daumal disait « Je n'écris plus jamais rien que je n'ai ressenti qu'intellectuellement ». Quant à Kraus, qui s'y entendait pour mettre le doigt sur la plaie, il interdit à tout écrivain de parler de gloire guerrière s'il ne s'est pas auparavant porté volontaire sur le front, illustrant ainsi l'obligation d'un rapport réel entre le mot et la chose. Wort und Wesen. Je ne résiste pas à ajouter, pour mon plaisir personnel et notre détente, le mot de Sigmund Freud sur la question, que chacun de vous interprétera avec la profondeur qui lui convient. Ein abstinenter Künstler ist kaum recht denkbar. Un artiste abstinent n'est pas vraiment imaginable. Toutes ces mises en garde ne se situent pas dans notre premier demi-siècle par hasard.
je parlais là évidemment du XXe siècle, c'est que depuis le XIXe finissant, la dérive de l'écrit a pris la dimension d'une véritable trahison des clercs, pour reprendre la formulation de Julien Benda. Nombre d'intellectuels ont choisi le côté de l'ordre pour leur confort matériel ou moral. Ils se sont fait les chantres de l'utilité, du réalisme, du changement permanent, de concepts enfin qui sont à l'opposé des valeurs universelles désintéressées dont ils avaient accepté la charge. Condamnant l'utopie, se déclarant esprit positif, prônant ce qui est et non ce qui pourrait être, ils ont oublié que le propre de l'action morale est précisément de créer son objet en l'affirmant.